Bonjour à toutes et à tous. Eh bien, écoutez, je suis très heureuse de vous retrouver pour une nouvelle série de vidéos. Donc, on va avoir deux vidéos ici qui vont traiter d'un même thème, mais donc en deux parties. Et donc, on va s'inscrire ici de cette manière-là, dans un point de vue plus extérieur, en rapport évidemment ici au thème de notre défi, donc celui bien sûr ici des poissons, mais qui dans le fond n'est qu'un prolongement de toute cette série ici que l'on a mis en place ensemble le dimanche. Donc, comme je vous l'ai expliqué dans le défi des poissons, c'est difficile ici de séparer quelque part le mécanisme qui est celui du Verseau avec celui des poissons. Et ici, dans l'appréciation finalement du monde extérieur, dans l'application, si vous préférez ici, du thème, vous allez peut-être mieux comprendre pourquoi finalement les deux se relient autant, puisqu'effectivement, on a quelque chose qui touche à la pensée, à l'idée, donc la manière ici d'adresser le monde, qui est ici le domaine du Verseau. Et effectivement, ça se fait en réflexion, donc là vraiment dans le principe comme une projection, si vous préférez. Donc pas en réflexion dans le sens intellectuel, bien qu'il y a bien sûr ici un lien, mais donc ça se fait forcément en réflexion de notre intérieur, donc de notre propre système évidemment ici de croyances. Et donc idéologie et croyances vont de pair quand même, il y a ici quelque chose qui se relie. Donc c'est ce que nous allons ici travailler. Donc on va avoir des références, bien sûr, ici à ce que l'on a su visiter le dimanche dans le défi du Verseau. Et donc tout ce qui va toucher l'idéologie, la pensée et donc l'intellectualisation. Et ici, on va faire le lien avec ce que ça génère, évidemment, à l'intérieur de nous. Et donc le système, bien sûr, ici de croyance. Et donc on va travailler, voilà, ce côté qui va rarement sans l'autre. En essayant bien sûr ici de le départager, c'est un peu l'objectif. Et donc pour ça, on va avoir deux parties distinctes. On va avoir une première partie qui va donc traiter, on va dire, de la partie plus théorique, comme on a su le faire finalement à chaque fois qu'on a une vidéo ici en deux parties. On va se donner un cadre général et puis ensuite, on va créer un point d'ouverture vers de l'application, dans le sens vraiment ici le plus concret, le plus physique, que l'on ira ici approfondir ensemble sur une seconde vidéo. Donc deux parties pour finir quelque part ici d'accompagner dans cette forme en tout cas les défis et l'appropriation finalement ici de ces énergies à travers soi. Et ensuite on ira donc chercher ici une nouvelle période sur la chaîne en présentant ici des nouvelles trames, et donc on verra comment on vient intégrer finalement ici cette observation du monde extérieur, comment viendra l'entremêler finalement de cette visite plus intérieure, mais probablement ici dans une autre forme également. Donc on va clôturer ici avec le système de croyance, on va clôturer cette manière en tout cas d'aborder le monde pour essayer d'en faire émerger une nouvelle. Voilà pour le menu. Donc bien sûr c'est une même introduction qui va se répéter ici sur les deux parties, donc vous avez la possibilité d'utiliser le timer pour pouvoir passer ici cette introduction et aller directement de fait ici au contenu. Et puis globalement, lorsque vous revenez ici sur une vidéo, ça facilite également la partie relecture. Importance toujours, hein, c'est ici notre interprétation, donc la vérité n'étant rien ni absolu, ni entière, ni universelle. On est ici dans un contenu qui vient s'imbriquer de toute façon dans un contenu plus large qui est celui de la chaîne, et le contenu de la chaîne est plus largement ici en lien avec ce que l'on accompagne par ailleurs. Donc voilà, tout cela s'imbrique. Et c'est pour ça que chaque vidéo, de toute façon, ne peut pas être le reflet de l'exacte vérité dans le sens ici le plus extérieur, justement. Donc, c'est une appropriation qui doit pouvoir ici se faire avec discernement. Et comme on va parler de croyance, c'est très important, bien sûr, ici, de le rappeler en introduction. Deuxième point, pour faciliter justement ici votre progression, prendre les choses à partir de soi, dans l'instant, et prendre le temps d'y revenir lorsque finalement les situations de vie nous y plongent. Donc ça relève vraiment de votre structure plus individuelle, donc c'est propre à chacun. Et donc ça se déconnecte parfois un petit peu de la ligne collective.
Le fait de prendre des notes facilite évidemment ici l'exercice de réécoute. Vous savez de fait retourner sur la vidéo qui traite du sujet qu'à ce moment-là vous étudiez pour vous-même et dans votre propre réalité. Et puis sur le principe ici de quelque part du circuit dans lequel l'ensemble des points se relient, donc vraiment la ligne collective, eh bien ça facilite aussi de voir comment finalement notre système de pensée évolue, tout simplement. Puisque, bien sûr, lorsque l'on parle de système de pensée, ce que l'on cherche à faire, c'est à justement redonner de l'espace ici à votre esprit critique, donc à votre propre zone de discernement. Et de ce fait, les choses se déroulent un petit peu progressivement au rythme de chacun. Donc, la prise de notes favorise aussi cette appropriation plus individuelle. Que vous dire d'autre à part ici vous remercier pour votre soutien, vous remercier évidemment ici pour votre écoute. Et puis le moyen le plus concret de valoriser finalement ici ces contenus et nous permettre de poursuivre ici notre travail du point de vue de la communauté, c'est effectivement de mettre des likes, de partager si vous pensez que ces contenus, notamment le dimanche, peuvent intéresser des personnes autour de vous. Et puis, n'hésitez pas à partager votre propre expérience. Ça vient évidemment ici enrichir le point de vue qui, à chaque contenu, est le nôtre, mais qui sait évidemment ici s'enrichir au gré de vos propres expériences, de vos propres témoignages et bien sûr de la connexion que cela engage ensuite entre vous. Voilà pour cette intro, toujours un petit peu longue, mais c'est important de rappeler les points de base avant d'entrer dans le vif du sujet. Donc je vous retrouve dans quelques secondes pour le thème de cette semaine. Donc il est difficile de parler du système de croyance sans effectivement prendre les appuis dans l'idéologie. Donc c'est vrai que ça suit évidemment une forme de logique, hein. Il n'y a rien ici on va dire, il n'y a rien de fortuit dans ces façons finalement ici de présenter les choses, mais qui ne sont finalement que le reflet de le système plus extérieur dans lequel chacun est baigné. Donc il n'y a pas de hasard dans le sens où effectivement on est dans un système collectif et donc ces énergies ici dans lesquelles on est plongé qui ne nous appartiennent pas totalement, elles nous portent bien sûr mais elles ne nous portent pas de façon nécessairement individuelle. Elles se déroulent dans le sens de cycle en fait. Donc c'est pas illogique de passer les chapitres les uns après les autres, c'est le principe même des cycles. Donc lorsqu'effectivement on le regarde d'un point de vue plus extérieur, ça donne bien ici dans notre manière d'apprécier le monde, ça donne bien aussi une séquence. Cette séquence, elle n'est pas juste intérieure, elle permet de faire évoluer notre propre point de vue et donc elle impacte nécessairement notre système de croyance. En revanche, ça part toujours d'une idée. C'est pour ça qu'il y a une imbrication très forte ici avec l'idéologie. Il n'y a pas de système de croyance sans idée, sans pensée. Si nous n'étions pas dans un monde physique et dans cette conception même de l'être humain, nous n'aurions absolument pas la même perception, nous n'aurions absolument pas le même système de fonctionnement. Et donc, c'est également le cerveau et toute sa complexité, si on ne veut pas juste parler de cerveau, mais de système nerveux, c'est effectivement toute la complexité du système nerveux à l'intérieur de chaque être humain qui permet ici de développer son propre système de pensée, mais qui bien sûr se fait en réflexion avec le monde extérieur. Donc c'est l'interconnexion, qui est bien ici dans le défi des poissons, ce principe d'interconnexion, mais qui est souvent un renfort justement d'un système de croyance et donc d'une idéologie en particulier, alors qu'il est tout à fait possible de le prendre dans le sens le plus neutre, donc vraiment avec de l'esprit critique, en comprenant que finalement c'est à l'extérieur ici d'une idéologie plus collective que l'on aurait cette capacité à revenir au centre. Je le mets au conditionnel parce que c'est toujours un petit peu plus complexe que ça, mais ça montre bien l'idée de chemin et donc l'ouverture qui est disponible dans notre système de croyance, mais qui est difficilement accessible pour une question d'interprétation et d'idées collectives en fait. Donc on peut atténuer le mot idéologie en reconnaissant que quelque part c'est plutôt la structure collective
qui va porter un angle plutôt qu'un autre et que cette idéologie, de fait, elle-même, elle a évolué ici avec le temps. On n'avait pas le même système de croyance à toutes les époques parce qu'on n'était pas ici appuyé sur la même idéologie. Depuis qu'on peut reprendre l'Antiquité, qui est globalement le moment où, grâce à l'écriture, on a des traces ici de ces systèmes de pensée. Donc on peut combiner en fait idéologie et croyance et parler de système de pensée. On n'avait pas les mêmes systèmes de pensée, mais parce que l'on ne comprenait pas le monde de la même manière et parce que effectivement on n'avait pas finalement ces preuves que l'on a su trouver au travers du temps, qui ont permis de faire évoluer ici le système de croyance. Et donc l'idée finalement qui était celle de départ, elle a pu changer par cet effet de connaissance en fait. Donc plus effectivement dans la civilisation humaine des développements de connaissances ont eu lieu, et plus finalement la mise en application de théories au départ a permis d'obtenir des résultats, et plus il y a eu un impact, bien sûr ici, aussi bien sur l'idée que sur les croyances, et donc ça a impacté, modifié, adapté notre système de pensée. Donc ça, c'est évidemment le point de départ. On ne peut pas parler de croyance si on ne réfère pas ici au cadre que va représenter l'idée. Les croyances, elles ne sont absolument pas le reflet du hasard. Elles sont finalement un chemin d'expression de la pensée. Et donc, elles vont se forger à partir de ça, collectivement et individuellement. Si évidemment on se détache de l'appréciation collective, on a la capacité de remettre en question. Et cette remise en question, c'est celle qui vous permet, à mesure que vous allez progresser, c'est celle qui va vous permettre de vous réapproprier votre propre système de croyance. Maintenant, est-ce que votre propre système de croyance est totalement libre, totalement neutre? En réalité, pas nécessairement. Pas nécessairement, puisque le principe même de l'adhésion au système de croyance, c'est effectivement lié à vos points d'intérêt au départ. Alors, sont-ils seulement les vôtres? Il y a quand même une question d'environnement. Mais cet environnement impacte finalement ce que notre pensée a la capacité de saisir, et on n'est pas tous portés sur les mêmes intérêts. Donc certes, il y a une question d'environnement, mais il y a aussi une question de chemin individuel. Et là aussi, il y a une interconnexion. Donc c'est quelque chose qui est très important, cette interconnexion, parce qu'en fait, elle est bien plus subtile et plus complexe qu'il n'y paraît au premier regard. Ce n'est pas parce que, par exemple, vous allez ici endosser le rôle d'un personnage. Donc je vais prendre vraiment les choses de façon très large, ok? Donc personnage, on va référer ici à votre personnalité bien sûr, mais vous avez une individualité qui a été prédéfinie. Vous vous êtes incarné dans une famille avec tout un tas de paramètres. Dans cette famille, il y a des traditions, il y a des angles culturels, et puis il y a des choses donc, qui vont appartenir à votre propre famille, mais au-delà de la famille, puisque effectivement vous pourriez être empreint d'une culture qui n'est pas forcément celle de votre lieu de vie, par exemple, ça arrive quand même souvent. Il y a une interconnexion évidemment ici avec une culture qui est plus extérieure, et selon le courant finalement culturel et la manière dont cette culture s'est exprimée au sein de votre propre famille, de son possible mélange avec l'environnement, ou au contraire du fait que parfois voilà, il y a un côté plutôt communauté qui nous porte lorsque l'on n'est pas quelque part localisé dans ce que l'on identifie être notre point d'origine, physique j'entends, eh bien on va plus ou moins adhérer au système de croyance de nos parents. Et je dis plus ou moins parce que finalement il y a tout un tas de facteurs, mais qui entrent aussi en résonance avec votre propre chemin individuel. Si quelque part dans votre système de pensée, et on pourrait utiliser la croyance du plan d'incarnation, si dans votre plan d'incarnation vous êtes plutôt porté sur la contradiction, vous êtes venu faire l'expérience ici de quelque chose qui autour de vous pourrait avoir la capacité de s'effondrer, alors vous allez challenger la culture et la croyance ici de vos parents ou de votre famille.
mais c'est parce qu'il y a quelque chose à l'intérieur de vous qui vous pousse ici à la remise en question. Donc il y a bien un sens de construction, il y a un programme. Pour ne pas entrer dans la croyance spirituelle, on ne va pas parler ici de plan d'incarnation, on va parler plutôt de programmation, pour qu'on l'observe de la façon la plus neutre possible. L'avantage aussi, c'est de ne pas heurter votre propre système de croyance à un instant T. Ça peut être utile. Ou de ne pas heurter le plan de croyance plus collectif. Voilà, parce que, eh bien, on va le voir, quand on parle de croyance, il y a un côté d'appartenance, bien sûr, ici qui va avec. Et c'est pas si simple que ça de sortir de toute forme d'appartenance pour s'appartenir ici à soi-même. Donc cette introduction, elle vise déjà à redonner le sens du cadre général. Et donc, on va aller un petit peu plus loin dans le cadre général maintenant. On va revenir ici à la formation même de l'idée. L'idée, la pensée, mais donc, comprenez idée ou pensée, c'est votre façon ici de concevoir le monde. Celle-ci, nécessairement, au départ, elle vous appartient. Elle va ensuite être placée dans une zone d'influence. Mais ce qui est important, c'est de ramener ici l'information au fonctionnement de départ. Avant même de parler de projection extérieure, c'est comment fonctionne ici le système nerveux, comment fonctionne ici la transmission et donc comment le cerveau génère ici la pensée. Donc souvenez-vous que la pensée n'est que le reflet, c'est un reflet la pensée, ce n'est pas quelque chose qui est entier. Lorsque l'on pense à quelque chose, ça reflète ici une combinaison d'un certain nombre de paramètres qui sont présents à l'intérieur de nous, donc dans lequel il y a eu quand même de la connaissance, un apprentissage. Est-ce que cet apprentissage, conscient ou inconscient d'ailleurs, est-ce qu'il reflète l'entière, ici, l'entièreté de votre être ? Pas nécessairement, c'est un petit peu plus complexe que ça, mais on ne va pas le complexifier parce que sinon ce serait évidemment, alors d'une part difficile à expliquer ou de ne l'expliquer qu'en une seule vidéo, et ça pourrait prendre une vidéo en elle-même. Et en plus, dedans, il y aurait nécessairement quand même de la croyance. Donc, essayons ici de rester vraiment de façon très stricte sur le fonctionnement de la pensée humaine. Le cerveau, il fonctionne donc ici en formulant, à partir de zones transmises, il reçoit des informations, il est stimulé. La zone cérébrale est stimulée, ok. Elle est stimulée par tout un tas de choses. Et c'est pour ça que je ne veux pas rentrer dans le système de croyance, parce que est-elle stimulée que par rapport ici à quelque chose d'extérieur? Dans mon champ de croyance, je vais dire que non. Mais parce qu'il y a tout ce que l'on ne voit pas, en fait. Mais principalement, dans le côté conscient, il y a ce que l'on voit. Donc, en fait, ce que l'on va regarder, pour ne pas ici mélanger et confondre les termes. La façon de regarder les situations, la façon de s'y plonger, et donc de se coordonner en fait en termes ici de mouvement physique avec le monde physique qui nous entoure, va permettre un assemblage ici du point de vue cérébral. Cet assemblage, est-ce qu'il n'est lié qu'à ce que l'on est en capacité de capter avec un seul sens, par exemple qui est le regard, ou même avec plusieurs sens qui ne sont que les sens humains? Là, c'est pour ça que je veux séparer cette information-là, parce qu'il y aurait évidemment ici beaucoup à dire, mais on serait nécessairement dans la croyance parce qu'il y a beaucoup de choses qui n'ont pas pu encore être prouvées par la science. Donc c'est pour ça que je ne veux pas rentrer dans ce terrain-là, mais enfin comprenez bien sûr que par rapport à ma façon de concevoir les choses, j'inclus bien sûr ici cette zone. Mais pour un besoin de transmission, ici on va ne pas le prendre en compte. Ça ne veut pas dire qu'il est nécessaire de ne pas le prendre en compte. Mais c'est juste pour être dans le fonctionnement le plus simple en fait ici de notre cerveau. Donc, le cerveau, il va utiliser sa propre base de connaissances, ce qui a été assimilé, et donc à partir ici des sens qui sont ceux évidemment de l'être humain. Conscient ou inconscient, c'est-à-dire qu'il y a une partie de cette information, même si on l'a vécue, qui a généré des informations inconscientes au niveau ici de notre système cérébral. Et le cerveau ensuite va donc utiliser cette base, qui n'est pas toujours connue en fait par l'être humain qui en dispose, et elle va entraîner une réaction de son système en fait, donc que ce soit sensoriel ou que ce soit moteur, peu importe.
Il y a les deux vecteurs. Cette application, au départ, si on sort du chemin de pensée, on pourrait considérer que le cerveau est suffisamment bien fait pour qu'il ait une application logique. Sauf que, effectivement, il y a des commandes conscientes que l'on va ici aller appliquer. Donc il y a des choses qui sont inconscientes, mais il y a des choses conscientes. Donc ici, il y a évidemment un point physique d'union et de réunion entre le traitement de l'information depuis la zone cérébrale et l'interprétation, ici, que chaque être humain va en faire et qui, elle, va venir s'appuyer sur son système d'idéologie et de croyance. Donc son système, ici, effectivement, de pensée. Donc, une idée qui se forme pour qu'elle puisse être traitée consciemment, il faut qu'elle entre ici dans un système de pensée connu. Sinon, elle ne va pas forcément émerger à la surface. Ça ne veut pas dire qu'elle ne va pas être présente, mais elle ne va pas émerger dans notre regard. On ne va pas toujours la considérer. On peut trier, par exemple, avant même qu'elle se forme, on va se dire, tiens, mais je pense à ça, mais c'est complètement absurde. Donc, comme ce n'est pas fondé, je vais éliminer ici un certain nombre d'informations. Et à l'inverse, à partir de mon système de croyance, s'il y a des choses ici de façon cognitive dans lesquelles je prête une attention consciente, si c'est quelque chose par exemple que je suis en train d'étudier ou dans lequel je suis en train de me plonger en réflexion, eh bien je vais avoir donc tout un tas de biais cognitifs bien sûr qui vont venir faire travailler l'information à partir de mon propre champ de croyance. Je vais vous donner un exemple concret. Si effectivement je suis en train d'étudier quelque chose et que je cherche à prouver une idée que j'ai formulée, je vais donc aller chercher des informations autour de cette idée. J'ai une théorie et je vais chercher ici les informations qui vont me permettre, en règle générale c'est assez automatique, de confirmer, d'infirmer ici, de pouvoir me confronter dans mon idée avec un set d'informations qui est donc extérieur ici à moi-même pour en faire une vérité. Et si je ne suis pas vigilant ou vigilante dans ma réflexion à partir de mes propres biais cognitifs, donc si je ne fais pas un effort à partir de mon esprit critique, eh bien tout ce qui va rentrer dans le cadre que j'étudie, je vais y adhérer. En fait, je vais absorber l'information. Je cherche la preuve, mais selon la manière dont je cherche la preuve, eh bien, j'ai introduit un biais. On parle principalement ici de biais de confirmation, mais c'est un petit peu plus complexe que ça. Il n'y a pas que le biais de confirmation. Mais c'est vrai que quand on est dans la recherche de la vérité, c'est beaucoup le biais de confirmation ici qui agit. Mais ce serait trop simpliste de simplement dire ok, c'est un biais et un seul. Il y a des centaines de biais cognitifs dans notre console cérébrale, donc c'est beaucoup trop restrictif de ne l'attribuer ici qu'à un élément. Et puis parfois, ça fait appel à plusieurs biais cognitifs. C'est donc beaucoup plus complexe que ça. En tout cas, c'est de cette manière-là qu'une simple idée peut devenir une forme d'idéologie de façon individuelle, puisque ça va servir à l'intérieur de nous à forger une opinion, voire si on la renforce par la preuve, une conviction. Et là, on a effectivement une croyance qui s'installe. Et cette croyance, elle a été validée parce que tout a été mis en place pour que cette information-là se fige dans notre zone cérébrale. Donc évidemment, c'est un mécanisme qui est très intérieur, mais qui peut être en résonance ou en amplification avec le monde extérieur. Donc là, ça va nécessiter bien sûr de finalement se réinterroger, et le plus régulièrement possible, se réinterroger sur la source de ce qui est véhiculé. Parce que plus c'est extérieur, et plus évidemment il y a un risque dans votre propre système de pensée d'adhérer à quelque chose et donc d'y consentir et donc d'adopter. Parce que c'est le consentement, en quoi il est important, c'est qu'il va y avoir un comportement en fait qui va être induit ici autour de ça. Donc, plus on est conscient de la source de cette information, plus on la cherche et plus effectivement on est dans l'esprit critique et moins on a de chances de consentir à quelque chose qui va introduire cette notion d'automatisation de notre comportement.
Et en revanche, moins on remet les choses en question et plus effectivement on va renforcer ce système de croyance et donc on va limiter ici notre comportement à ce système ici de pensée. Une idée devient idéologie pour soi, mais donc dans le sens ici le plus extérieur, dès lors qu'effectivement elle trouve cette idée que quelqu'un finalement présente, dès lors qu'elle trouve suffisamment de personnes pour consentir à cette idée, elle devient une idéologie plus collective parce que effectivement elle aura pour effet de générer ici de l'adhésion et donc des croyants. Elle va donc ensuite être véhiculée à l'extérieur, non plus simplement par l'individu qui portait l'idée, mais par le groupe ici qui la porte. Donc cette transmission extérieure et le fait qu'elle se diffuse, qu'elle se propage, elle est expliquée en fait ici par ce mécanisme qui est au départ quelque chose d'individuel, mais qui, s'il est suffisamment conçu, construit pour permettre à d'autres de venir ici y consentir, va donc générer ici un groupe et donc peut se propager d'une façon ici qui n'est pas, qui est pas désordonnée, qui n'est pas forcément déstructurée, mais qui peut être amplificatrice ici de cette idéologie. Donc chacun dispose de sa structure individuelle et c'est la manifestation même en fait ici de l'expression physique, donc de l'existence. Chacun au départ a des idées et cet appui sur le système de croyance qui est propre à chacun va donc connaître des effets ici d'amplification ou d'orientation par le phénomène extérieur. Donc cette donnée, en fait, ce fonctionnement, il ne peut pas être bypassé, mais plus on le comprend et plus effectivement on peut ne pas se placer dans la contrainte, notamment dans la contrainte de ce qui ne nous appartient pas. On aura suffisamment à faire, et ça c'est très important parce que on aura suffisamment déjà à faire avec notre propre système de croyance, donc le plus tôt possible d'adresser en fait ici une forme de coupure avec la croyance collective, c'est quand même quelque chose d'important pour, à minima, sachant que notre système de pensée n'est pas hacké en fait ici à ce moment-là, à minima déjà revenir dans sa zone. Et ça peut être quelque chose de fastidieux, mais je ne peux que vous encourager ici, lorsqu'une pensée à l'intérieur de vous se forme, de vous demander d'où elle vient et de ne pas tomber dans le piège du raccourci, notamment parce que lorsque l'on travaille sur soi, on est dans le piège de la croyance très symbolique. Il y a beaucoup d'idéologies ici autour des symboles qui sont véhiculées et cette idéologie symbolique elle est véhiculée depuis la nuit des temps en fait, donc on utilise ici des symboles et au lieu d'utiliser le symbole pour ce qu'il est, c'est-à-dire un vecteur d'information qui nous permet de revenir ici à une source première, eh bien on va adhérer à ce qui a été construit autour de la source première et donc on va vraiment être dans la croyance en la renforçant de cette idée, par exemple pour les symboles, de dire oui mais ça existe depuis la nuit des temps, donc forcément ici on peut peut-être plus faire confiance que certaines choses qui ont été développées de manière plus moderne. Mais sauf qu'effectivement, lorsque par exemple une image se forme, si vous êtes en méditation, de prendre le raccourci de l'image à partir ici de sources pseudo-antiques, par exemple, puisque ce sera toujours pseudo. Pour revenir à l'essence première, il faudrait revenir ici à cette période-là, cette période de l'Antiquité. Par exemple, si vous voulez décrypter un symbole sans passer par votre propre système, eh bien, il faudrait vous plonger ici dans une époque révolue. Donc, c'est tout bonnement impossible. Toute interprétation moderne est forcément issue de biais. Et même l'interprétation des textes, en fait, ici est soumise à biais puisque on n'était pas plongé dans le fonctionnement de l'époque, donc on n'en connaît pas les codes et c'est pas parce qu'on relève finalement ici des traces du passé qu'on sait nécessairement les interpréter. Et d'ailleurs dans l'histoire, on devrait probablement mettre beaucoup plus de conditions à l'interprétation ou en tout cas livrer une interprétation avec un sens conditionnel. Et notamment tout ce qui est lié aux premières écritures. Il faut être beaucoup plus conditionnel que les affirmations souvent que l'on utilise aujourd'hui, qui ne sont finalement que le reflet de la pensée défendue par la personne qui la porte.
Et donc, il y a quelque chose qui ensuite relève d'une pensée qui devient rapidement limitante, parce qu'on a certes la possibilité de croiser les sources, mais il y a plein d'exemples dans l'histoire, y compris de sources croisées, qui ne permettent pas non plus d'en tirer la vérité dans le sens ici absolu, puisqu'aucune vérité ne l'est. Et la perception, évidemment, de la personne qui, par exemple, laisse un écrit, on ne connaît pas, bien sûr, ici, son contexte de pensée, on ne connaît pas son champ de pensée. Donc, je trouve que c'est très difficile, et ici, un point de vigilance, parce que on va utiliser cela, et ça va, évidemment, créer une forme d'adhésion avec notre champ de croyance. Et donc, il y a des choses qui paraissent très simples à délimiter dans la structure collective. Mais il y a des choses qui sont beaucoup plus subtiles, y compris ce que je viens de citer, et qu'il est très difficile ici de séparer entre votre structure collective dans laquelle ici vous vous plongez, puisqu'à ce moment-là vous vous plongez dans une idée collective, et effectivement la structure qui est la vôtre en fait. Donc votre propre champ de connaissances, vos propres compétences, et donc il y a quelque chose qui dérive si on n'est pas ici vigilant. Donc tout cela, finalement, ce fonctionnement, s'il est inhérent à la condition physique, il faut comprendre sur quoi s'appuie ici l'étude, la pensée, l'idéologie et son mode de fonctionnement pour pouvoir s'approprier finalement l'utilisation la plus juste et probablement la plus neutre, puisqu'on ne peut pas bypasser cette condition physique, mais par contre on peut réunir des conditions d'analyse. Donc là on revient vraiment à ce qu'on a abordé dans le mécanisme du poisson, la fin et les moyens. Le problème n'est pas la finalité. En règle générale, ce sont les moyens que l'on utilise. Donc, si on est vigilant aux moyens que l'on utilise, il y a des chances plus favorables pour qu'effectivement vous puissiez obtenir une finalité plus neutre que ce qui est fait sans prendre conscience ici du système et du mécanisme de votre propre pensée. Donc c'est un exercice en soi, et une des raisons qui fait que ce n'est en général pas appliqué, enfin que collectivement il y a un petit sujet avec ça, c'est que ça demande du temps en fait. Ça demande du temps, ça demande de la réflexion, et c'est vrai qu'on est dans un monde moderne où les choses vont sont rapides, sont rapides. Et donc, dès qu'on trouve quelque chose qui colle un petit peu, on est dans un biais. C'est pour ça que je dis qu'il n'y a pas que le biais de confirmation, on est dans ce qu'on appelle le biais heuristique. Donc, on va au résultat le plus rapide. Mais parce qu'on est fort conditionné ici dans cette question de rapidité. Je pense qu'avec le temps, on le saura même davantage parce que ici, avec tout ce qui est technologique, les choses avancent vite. Là, on pourrait faire le comparatif avec l'IA. L'IA est une copie ici du fonctionnement du cerveau humain. Mais dans sa version artificielle, bien sûr, il y a des choses qui vont beaucoup plus vite. Pourtant, ce fonctionnement, il est assez similaire en fait de la manière dont fonctionne la console cérébrale humaine. Il y a une grande différence, c'est la perception. Parce que effectivement, l'intelligence artificielle s'appuie uniquement sur la donnée. Elle brasse de la donnée. Et à partir de la donnée, elle va ici proposer des possibilités. Mais elle intègre ici cette notion de probabilité. Et donc, elle a une capacité plus grande, puisque c'est le principe même de la machine, elle a une capacité plus grande et plus rapide de conduire un résultat. Maintenant, est-ce que ce résultat est le seul? Non, l'IA, en fait, elle est programmée pour prendre la meilleure des probabilités. Donc, il y en avait d'autres, mais il y a un choix ici qui est fait. Donc, il y a aussi une condition de choix qui n'est en général pas celle de l'être humain. Et au-delà de ça, cette condition de choix, elle ne se base pas sur, en règle générale, un élément qui est lié et inhérent à la pensée humaine, qui est la perception et la relativité ici de cette perception, parce qu'il y a une conscience de soi, mais placée dans un environnement. L'IA a conscience ici de l'information, a-t-elle conscience d'elle-même? C'est possible en fait, puis c'est possible qu'à un moment donné d'ailleurs ce soit le cas, mais elle n'aura pas forcément conscience de l'environnement qui n'est pas artificiel. Donc il y a une limite en fait ici autour de ça, qui est l'exacte même limite que l'humain par rapport ici à la machine. Et tout ça c'est vraiment très intéressant de le prendre en compte, parce que ça va aussi vous donner une
une autre conception de vous-même et surtout ne pas être dans cette forme de comparaison. On ne raisonne pas comme ici le ferait une machine. Un simple ordinateur, c'est beaucoup plus subtil et beaucoup plus complexe que cela. Ça ne nous rend pas plus intelligents ou moins intelligents ici qu'une machine, ça nous rend simplement différents. Et donc cette différence, elle est essentielle parce que si on veut pouvoir ici continuer dans cette progression de la pensée humaine, il faut aussi reconnaître les différences et les qualités finalement aussi de ces différences chez chacun. On s'éloigne un petit peu, mais pas tellement, parce que ça renvoie bien ici au même mécanisme qu'est celui de la pensée. Et le fait aussi, on aurait pu prendre un autre exemple, mais le fait aussi que la pensée, selon l'organisme qui le porte, donc vivant ou numérique, eh bien, il y a des conditions qui ne sont pas identiques. Donc, il faut toujours revenir à l'essence de la condition de chaque être qui porte, en fait, ici la vie. Définition de la croyance, de fait, très important. Croyance, donc du latin credere, tenir pour vrai quelque chose, croire, penser, avoir confiance, se fier. Ça, c'est intéressant parce que ça renvoie bien dans le se fier, notamment lorsque je me fie à quelque chose. Il y a un piège ici dans la pensée, c'est l'identification de l'instinct, par exemple. C'est un sentiment, l'instinct. Ce n'est pas quelque chose ici de tangible. On a le sentiment ici que notre intuition, que notre instinct nous pousse vers telle ou telle chose. On se fie de fait ici à quelque chose qui peut être potentiellement très intérieur ou qui peut être extérieur. Donc toujours le même principe. Ça dépend de ce que l'on fait et de la manière dont on traite l'information. C'est pour ça que je disais la croyance n'est pas un problème. C'est pas croire en fait ici qui est un problème. C'est l'action et la réaction qui va aller ici avec la croyance. Et c'est les moyens utilisés pour éprouver ici sa croyance. Tant qu'une croyance est challengée, elle restera saine. Lorsqu'une croyance ici est entérinée et qu'on la met dans notre socle sans plus la bouger, eh bien ici, effectivement, elle va mettre en place une limite, une limitation de notre comportement et elle va limiter, bien sûr, si on prend le comportement dans son sens le plus global, elle va limiter notre croissance. Donc, on ne pourra plus ici bypasser dans notre pensée ce que l'on a validé, à moins de revenir dessus, de redéverrouiller évidemment ici la pensée limitante, de faire l'effort que l'on n'a peut-être pas fait ici au départ, qui était de s'interroger du pourquoi ici de cette croyance. Donc, lorsque l'on s'est persuadé intimement de quelque chose, que l'on en est convaincu, dans notre regard, c'est devenu vrai, c'est devenu réel. Et donc, on ne va plus voir que ce qui prouve que cette chose existe, que cette chose est vraie et que cette chose ici est réelle. Donc, ici, vous avez la structure même du biais de confirmation, mais encore une fois, pas que. Il y a plein de raisons, mais en tout cas, ça va automatiser et ça va activer systématiquement votre biais de confirmation si vous ne revenez pas ici aux paramètres de l'esprit critique. Alors, credere, c'est la racine d'autres mots. Il y a un mot en particulier que je voulais partager ici avec vous parce que si le fait de croire, c'est quelque chose de plutôt neutre, et ensuite la manière dont on adresse la croyance peut rester dans quelque chose de neutre, on va dire que quand on croit en quelque chose, il n'y a pas de connotation négative ou positive. C'est la manière que l'on va avoir d'adresser la croyance qui va justement le rendre positif ou négatif. Mais c'est plutôt dans la manière de faire, c'est dans la manière d'appliquer ici la croyance. Mais au départ, la croyance n'est ni positive ni négative. Elle est, encore une fois, inhérente à notre système de pensée. Donc il ne faut pas craindre la croyance. Mais il faut en déterminer les effets et toujours être conscient finalement des limites que cela peut nous imposer pour ne pas se laisser enfermer dedans. Donc, croire, c'est une chose, mais dans l'application, on a des croyants. Et là, eh bien, selon notre façon de concevoir la vie, on ne voit pas forcément le croyant comme quelque chose de négatif. Donc,
il y a beaucoup de connotations bien sûr ici religieuses, et c'est vrai que le fait de croire en Dieu, on ne voit pas forcément la limite que cela peut mettre. On va considérer que voilà, un croyant ici va avoir des qualités. C'est plutôt quelqu'un eh bien, qui est dans le dévouement, etc. Donc dans l'imaginaire collectif, le croyant ici est plutôt vu, mais c'est de la morale de fait, comme quelqu'un de bon. Pourtant, la racine de crédere, c'est surtout crédule, en fait, plus que croyant. C'est-à-dire que oui, c'est la racine de croyance, et de croyance, on a croyant, mais crédere, c'est surtout crédule. Et donc ici, il y a une connotation qui est plutôt péjorative. Quand on dit que quelqu'un est crédule, qu'il est donc naïf, c'est pas quelque chose de positif. C'est pas une étiquette positive, ici, que l'on met sur une personne. Mais c'est intéressant de voir ce que signifie réellement crédule. Au-delà du côté le plus naïf, c'est celui qui adresse une confiance excessive en quelque chose. Donc, il n'y a qu'un pas entre croyant et crédule si effectivement on ne prend pas la mesure des moyens que l'on emploie pour servir ici notre propre croyance. Il y a une zone qui est extrêmement imaginaire, il y a une idée qui est projetée de la réalité. Notre perception est relative, elle est appuyée sur un système dans lequel on a eu du consentement, les choses ont été admises, et c'est ce système-là, qu'il soit collectif ou qu'il soit individuel, et quand bien même il a été nettoyé de nombreuses croyances, qui va générer une interprétation et une classification ici de la donnée. Donc une même information ne va pas être classifiée et interprétée d'une même manière, et pourtant c'est une même information. Et là on le voit par exemple ici avec ce simple mot « crédere ». En fait, c'est une même racine, c'est une même source. Et pourtant, on en a généré des mots qui n'ont absolument plus le même sens, voire qui deviennent une forme d'opposition entre eux. On est OK avec quelqu'un, on va dire, de bon et de pieux, on est OK avec le croyant. Par contre, on n'est pas OK avec le crédule. Et ça, c'est vraiment la preuve de la manière d'interpréter une même information, mais de façon très différente. Donc en gros, on va dire que le crédule, il est naïf, voire on va en faire un idiot. Et par contre, le croyant, on va lui attribuer des valeurs morales. Et donc on va lui donner ici une étiquette bien différente pour ici une même racine qui est crédere. Et ça, voilà, c'est très important, ça doit générer à l'intérieur de nous. J'espère que le fait de l'entendre va vous faire vraiment prendre conscience. Donc petite erreur peut-être 404 pour certains, mais va vraiment vous faire prendre conscience à quel point la croyance nous emmène ici dans une projection d'une réalité imaginée, idéalisée, donc idéologique bien sûr, et que sans une... donc pas dans le sens ici de l'intellectualisation, mais sans un travail justement ici sur nos perceptions, une remise en question plus profonde de l'information et du système ici qui l'accompagne, eh bien il est aisé en fait de créer une forme de division, déjà dans notre propre regard, mais aussi dans notre propre compréhension. Et donc d'évaluer ensuite tout ce qui va aller dans cette zone plutôt qu'une autre de façon très biaisée. Encore une fois, on peut trouver par exemple ici que lorsque on a des fidèles, hein, parce que les croyants deviennent rapidement les fidèles lorsque c'est comme ça. Lorsque l'on a une célébration avec des fidèles à un endroit, on peut trouver ça beau, ces personnes, etc., cette communauté qui se réunit. Et à l'inverse, alors que c'est exactement la même façon de faire, si effectivement on voit d'autres personnes vouer une forme de fidélité à quelque chose qui nous paraît complètement ici, on va dire, absurde. Donc là, je vais référer par exemple au côté plus sectaire. On peut convenir parce qu'on a entendu parler de certaines sectes, donc on trouve absurde que les personnes ici ont eu cette capacité à croire à ce qui leur était présenté. Et pourtant, c'est la même chose en fait. Donc on va sur un même système d'union et de réunion, mais parce que la communauté est différente et qu'on la perçoit de façon différente, on ne va pas utiliser le même mot. Mais c'est la même chose. Des personnes qui sont
ici qui ont une adhésion à un système de croyances forte et collective, elles sont toutes finalement ici des croyants, ou alors elles seraient toutes des personnes crédules. Mais on ne peut pas mettre de distinction. Ici, c'est exactement le même fonctionnement. Le cerveau a traité l'information ici d'une même manière. La vraie question à se poser de fait, non pas pour trier les croyants ou les crédules, parce que c'est complètement ici arbitraire en fait, c'est vraiment un jugement pour le coup. Il est préférable de définir ici les choses en remontant quelque part un petit peu au-dessus. Ce qui est important de déterminer, c'est finalement cette confiance excessive, parce que c'est à cela en fait ici que cela revient, c'est de définir ce que serait dans ce cas-là, dans ici notre système collectif, ce que l'on estimerait collectivement être excessif. Et là, de fait, vous avez la raison de ces débats ici entre sectes et religions. Dans le fond, c'est un même système. Et donc, pourquoi pour certains ce serait OK et pour d'autres ça ne le serait pas? Eh bien, ici, c'est parce qu'on a défini collectivement ce qui était excessif et ce qui ne l'était pas. Donc, on a ici la racine du mot excès qu'il faut regarder, donc qui donne effectivement excessivus en latin, qui signifie dépasser la mesure moyenne de ce qui a été autorisé, permis. Et tout ce qui se situe au-dessus n'est plus modéré. Donc il y a une notion ici qui est la modération, dont l'action est de tempérer, qui doit nous permettre de nous tenir éloignés justement ici des excès. Être juste, si vous préférez. Maintenant, il faut redéfinir juste. Alors, si on le redéfinit dans le cadre, on a quand même nos deux mots-clés ici dans l'expression de cette définition. On peut donc convenir qu'on a cet axe, juste, justesse et tempérance, qui est une des fameuses lignes, en tout cas des vertus que l'on a travaillé avec le Verseau. Donc, on dirait que effectivement, d'un point de vue éthique, si on utilise la justesse et la tempérance, ça semble être OK pour regarder ce qui est modéré et ce qui ne l'est pas. Ce qui pourrait entraîner collectivement quelque chose qui pousse un groupe à l'excès de ce qui ne l'est pas. Sauf que, à ce moment-là, c'est quelque chose qui, certes, est applicable, mais on ne peut le rentrer que dans un cadre théorique. Et puis, surtout, si on ne le faisait qu'à partir de ça, il nous manquerait quand même les deux autres vertus qui permettent de déterminer de façon très différente d'une zone arbitraire ce que va signifier justesse et tempérance. Sagesse, courage. Et c'est là où ça devient évidemment, d'une part, difficilement applicable du point de vue collectif, mais surtout, on peut voir à quel point ce n'est pas appliqué. Et ça, c'est quelque chose qui est très important. Quand on regarde le monde extérieur, l'évaluation de la justesse et possiblement de la tempérance, donc quelque chose ici qui nous permet de modérer, n'est pas quelque chose dans lequel la mesure est explicitée. Et le problème vient d'ailleurs de cette absence explicite de l'information. Parce que d'une culture à l'autre, d'un pays à l'autre, d'une famille à l'autre, quel que soit ensuite le système qui applique ici ces notions de justesse et de tempérance, tout finalement n'est que question de mesure. Donc la théorie ici, si on reprend la théorie des vertus, elle est correcte, mais la non-définition de ce que va signifier ici la moyenne et donc possiblement la permission, voire l'absence ici de modération, pose un problème majeur. En fait, ça rend évidemment cette application aléatoire et la compréhension des personnes qui l'appliquent globalement impossible, puisqu'on n'a pas ici cette donnée. Ce qui fait que dans le champ cognitif de l'individu, eh bien, ça crée aussi l'erreur 404. Si vous comprenez ça, vous comprenez aussi pourquoi parfois par rapport à certaines règles et certaines impositions collectives, il y a de l'erreur 404. En fait, pour un cerveau ici qui travaille vraiment le développement de sa propre pensée, c'est très compliqué parce qu'on n'a pas les définitions. En revanche, lorsque l'on est suffisamment dans le consentement, c'est-à-dire que
on a adopté les règles sans les avoir remis en question, et bien là, effectivement, on est dans le conditionnement. Et là, oui, on va évaluer au travers de l'information et de tout ce qui nous est donné d'un point de vue extérieur. Si on nous dit que c'est justement au-delà de la norme et qu'il y a un problème de modération, on va y croire parce qu'on n'a pas la donnée en fait. Donc on a quelque chose qui collectivement et de façon de fait assez mécanique nous embarque dans une structure beaucoup plus collective dans laquelle l'information même de la modération et donc de la justesse ici de cette modération est complètement ignorée. On n'est donc plus dans quelque chose qui relève de la vertu et quand bien même on aurait finalement ces points d'appui, on est surtout sur une absence d'information qui ne permet plus à notre propre cerveau tout simplement de travailler sur la base de ces conditions et donc de contrôler la juste application à partir de soi de cet axe. Donc la croyance mise en pratique, c'est ça en fait au départ. On est aujourd'hui dans un champ qui n'est pas simplement idéologique sur le plan collectif, on est dans la mise en pratique ici d'un système de croyance qui, je crois avec le temps, a même fini par oublier pourquoi il fonctionne comme ça. Je pense que voilà, si on pose ici ce genre de questions aux personnes qui adhèrent d'un point de vue ici système à ce qui leur est présenté et quelle que soit la personne qui présente, alors ça peut aller dans n'importe quel domaine. Je pense vraiment que vous pouvez appliquer cette information à n'importe quel domaine. Vous allez voir que finalement, cette absence d'information autour de la modération et la source de l'information, globalement, elle est absente de tout raisonnement. Les personnes vont expliquer, même si elles n'ont pas conscience que c'est lié à un système de croyance, elles vont pouvoir expliquer les règles, etc. Mais elles ont complètement perdu de vue le principe. Donc, en fait, on est vraiment, à ce stade-là, en tout cas dans la structure collective, on est beaucoup porté sur les moyens. Mais est-ce que la fin justifie les moyens? Tout dépend de quels moyens on parle. Et donc, finalement, on a une absence de finalité et on a dans notre main des moyens avec aucune capacité concrète pour notre cerveau d'identifier de quelle fin ici il s'agit et donc de pouvoir contrôler si ce que l'on nous demande nous permet d'adresser ce qui nous concerne ou ce que l'on veut aussi adresser, ce que l'on veut réaliser du point de vue de notre structure collective. Ça c'est aussi ce qui crée autant, je crois, en tout cas c'est là pour le coup, vous voyez bien je dis je crois parce que ça nécessiterait d'être beaucoup plus analysé. Mais je crois qu'ici, on a un champ d'application de ce que le monde moderne aujourd'hui explique comme étant un mal-être général. Je crois qu'en fait, ici, on a une des sources potentielles de ce mot. En fait, on a des cerveaux, effectivement, qui dysfonctionnent de ce point de vue-là. Pourquoi on a autant de personnes possiblement qui sont en dépression, etc. La perte de sens, elle vient du fait aussi que notre cerveau n'est plus alimenté par l'information. Et donc, elle est saturée ici de croyances, de règles et aucune possibilité ici de comprendre la règle pour en tout cas une personne qui tente de le faire. Et l'idée de ce mal-être autour de tout ce qui est lié à la pensée aujourd'hui dans le monde présent, il est très inconscient en fait et c'est ça aussi qui rend encore plus difficile le soutien qui peut être apporté aux personnes, c'est que c'est très inconscient. On est plutôt ok pour dire la société va mal, mais lorsque l'on demande pourquoi la société va mal, alors là c'est un gros mélange de choses et principalement on n'est pas dans des faits, on est dans de l'émotionnel. Et ça aussi c'est très caractéristique d'un profond mal-être d'une société parce que ça ne devrait pas être émotionnel pour que les choses puissent être corrigées. Ça devrait être des faits, ça devrait être des informations qui sont utilisables pour apporter des corrections. Mais là, on a vraiment quelque chose qui est très émotionnel chez tout à chacun et encore une fois, vous pouvez faire le test autour de vous et vous verrez à quel point les gens se sentent mal sans forcément pouvoir dire pourquoi en fait ici ils se sentent mal. Mais cette stimulation de nos cerveaux au temps présent, elle est un véritable, j'ai envie de dire mal du siècle. En fait, c'est un peu le mal du siècle parce que évidemment, il y a une amplification qui est liée au numérique, mais pas que.
cette perte de sens, elle est liée aussi au fait que justement, on est bien moins ancré dans des existences physiques, tournées en fait ici vers le côté humain. Il y a quelque chose qui devient déshumanisant ici avec le temps, puisque, et la première, bien sûr, des preuves, c'est que finalement, on ne nous donne même plus les informations pour pouvoir ici utiliser nos propres attributs d'être humain, c'est-à-dire la pensée. Donc, il y a une vraie dérive au travers de la structure collective avec la structuration individuelle ici. Et donc, on a de moins en moins des individus qui peuvent s'appartenir. Et ça, vous allez me dire, c'est comme ce que tu nous as fait ici il y a un mois quand tu as ouvert le Verseau. Où est le point d'ouverture ? Allez, on va y venir. Donc, la théorie, ici, pour pouvoir mettre en pratique une croyance, il faut évidemment qu'il y ait au départ une théorie pour que cette mise en pratique ne soit pas dans le fait de servir la croyance, d'être fidèle à quelque chose d'extérieur, mais pour pouvoir évidemment ici se l'appliquer à soi et par effet ricochet, peut-être entraîner celles et ceux qui sont autour de nous à avoir les mêmes réflexes. Il nous faut ici utiliser ce que l'on appelle la pensée théorique. Donc, la pensée théorique, c'est le fait de contempler, d'observer quelque chose. Ça ne signifie pas pratiquer, ça signifie de mettre en évidence ici le fonctionnement et donc de déterminer ce que l'on appelle ici le sens de conception, donc le principe. Dès lors qu'on est dans la conception et donc dans le principe, alors à partir de ça, on peut définir une application. Parce que pour pouvoir être appliqué, un principe va devoir être conditionné et défini au travers de règles, on pourrait dire de lois. Dans un système vertueux, donc là on revient aux vertus et à l'éthique, dans un système vertueux, c'est par la pratique que l'on va pouvoir tester et que l'on va pouvoir expérimenter un principe en restant dans la finalité, donc dans l'objectif, mais en étant dans la condition de contrôler la finalité, donc d'utiliser les moyens à notre disposition pour pouvoir ici attester que les moyens utilisés permettront d'atteindre la finalité à partir de ce que l'on avait donc contemplé, observé. Donc venir quelque part donner un résultat autour de ce principe et contrôler que finalement les moyens et la manière d'utiliser ces moyens nous correspondent. Les moyens, la finalité. Mais c'est une façon, évidemment, ici, comme d'appliquer une équation. Et c'est quelque chose qui, évidemment, en premier lieu, doit être fait de façon individuelle, mais qui, à partir du moment où c'est fait de façon individuelle, peut, bien sûr, s'appliquer d'une même manière, de façon collective. Par, évidemment, des individus qui, ici, l'appliquent de façon individuelle. Sinon, on aura bien sûr un problème. Parce qu'ici, ça permet non pas d'éliminer la croyance, parce que ça, ce n'est pas quelque chose de possible, mais de contrôler l'impact possible de notre croyance sur notre façon de contempler et d'observer, bien sûr, ici, la réalité. Et donc, ça donne surtout un moyen de correction. Et ça, c'est la sagesse, en fait. Donc, sagesse, qu'est-ce que ça signifie ? Il y a beaucoup de croyances sur le mot sagesse. Sagesse, tout le monde aimerait être un grand sage, mais personne ne sait ce que signifie concrètement être un sage. Si je vous demande quelle est la définition, je pense que, encore une fois, il va y avoir beaucoup de choses qui vont être dictées de façon très émotionnelle, ou très imagée, ou très imaginaire, mais concrètement, chaque mot a un sens. Donc, le mot sagesse ou le mot sage a nécessairement un sens. Sagesse, c'est s'appairer, c'est être dans son bon sens. Donc, dans le bon sens, on parle ici d'une part de possible direction, si effectivement on est en mouvement, mais ça veut surtout ici dire que l'on est en capacité d'avoir contrôlé un alignement lié évidemment ici à l'axe. Donc c'est la capacité, lorsque l'on est sage, la capacité d'adresser un résultat dans l'alignement de l'axe. Bon. Pour ça, bien sûr, pour l'appliquer, on peut utiliser la position du sage. Mais la position du sage, elle est très différente de celle du juge, et alors encore plus différente évidemment de celle du savant. Elle est encore plus éloignée d'une position dite d'autorité, parce que cette position du sage et cette posture ne peut être appliquée qu'à soi-même. Dès lors qu'on parle d'alignement, dès lors que l'on parle d'axe,
Le contrôle ne peut s'établir qu'à partir de soi. Le sage est une personne qui est vraiment dans sa sagesse, elle n'évaluera pas les choses ici d'un point de vue extérieur. Pourquoi ? Parce que pour pouvoir ici contrôler à partir d'un alignement, il faut disposer de la vision. Et cette vision, il faut qu'elle soit complète. Et il n'y a pas de vision complète en dehors de celle de chaque individu. Chaque individu va avoir un cerveau, va avoir une énergie, va avoir une manière d'interpréter la réalité qui ne sera jamais identique d'une personne à l'autre. Donc, la personne qui est dans sa sagesse, elle sait, en fait, ici, appliquée par rapport à elle-même, à quel point la réalité est manifestée de façon relative. Et que cette relativité, dès lors qu'elle est individuelle, elle n'est pas maîtrisable d'un point de vue extérieur sans générer justement l'utilisation ici du jugement. Et donc, il est théoriquement, contemplation, impossible ici de le maîtriser collectivement depuis un point d'observation physique. Un sage est conscient ici qu'il est déjà très difficile de pouvoir être dans sa propre omniscience, alors que dire, bien sûr, ici du monde qui l'entoure. Il peut observer, il peut contempler, il peut transmettre sans juger, mais il ne peut pas interpréter la vision ici de quelqu'un d'autre. Donc, quand on reprend la théorie des vertus, on comprend aussi pourquoi sagesse fait face à courage. Parce que il faut avoir du courage pour se dire « Ok, je suis responsable ici de moi-même, mais je n'ai pas de capacité, ou en tout cas ce ne serait pas être sage, qu'effectivement d'impacter, d'influencer ici l'extérieur à partir de ma propre vision, qui est difficilement complète, qui nécessite un alignement permanent. C'est mission impossible. Et donc l'intervention est rendue extrêmement complexe, et si elle a lieu, elle serait rendue extrêmement injuste. Elle ne permettrait pas ici de définir les critères de modération avec justesse. Justement, on ne pourrait pas être dans l'utilisation ici de la tempérance sans impacter, sans influencer finalement ici la liberté de quelqu'un d'autre. Je laisse un petit temps de réflexion. Délicat, n'est-ce pas ? En revanche, et ça évidemment c'est dans la mise en pratique individuelle, on est capable, bien sûr ici, dans cette posture et dans l'alignement propre à chacun, si plus d'une personne est dans cet alignement, alors oui, il est possible de mettre ici ces visions en commun. Et c'est globalement la seule possibilité pour que cela soit correct et que dans la position et la vision individuelle de la personne, elle ait aussi cette capacité de regarder comment elle s'imbrique et s'interconnecte finalement ici avec d'autres visions bien sûr que la sienne, mais en application d'un même mouvement. Et là, on peut parler effectivement d'une structure collective qui se co-crée. Alors qu'aujourd'hui, on est dans des structures collectives qui ne sont pas co-créées. Elles sont imposées. Elles sont imposées dans un souhait d'autorité. Donc, dans quelque chose qui est évidemment extrêmement pyramidal et dans lequel le principe s'est complètement perdu en route. Donc, ça donne ici quelque chose qui, au départ, est le fondement de toute société. Nombreuses civilisations ont été en déclin. Donc le fondement de société se réappuie toujours ici au démarrage sur des principes ici qui font l'objet de lois. On peut prendre un exemple très simple. On peut prendre, puisqu'on avait pris le siècle des Lumières comme base de référence et en comparaison de la Grèce antique, donc de l'Antiquité, des cités-États notamment grecques. La cité ici s'appuie sur un principe, elle a des règles strictes et les individus finalement qui composent la cité sont dans le consentement ici de ce principe et donc ok pour appliquer les règles. C'est plus difficile sur on va dire quelque chose de plus large
que ça ne l'était évidemment dans l'Antiquité. On était en plus beaucoup porté dans les besoins primaires et bon, ça a permis du progrès au niveau de la pensée, etc. Mais c'est vrai que finalement, on n'était quand même pas tout à fait dans les mêmes considérations. Ensuite, si on prend donc cet autre exemple que l'on a suivi, qui était celui du siècle des Lumières, eh bien évidemment, à la sortie finalement de la Révolution française, il y a donc eu toutes ces déclarations qui ont été faites pour un peuple qui s'est choisi ici dans une forme d'indépendance. Déclaration des droits de l'homme, par exemple. Donc il y a bien quelque chose de neuf ici qui a été mis en place, fondé sur le principe de liberté, d'égalité et de fraternité. Donc on connaît le principe. Ce principe-là n'est pas ignoré. De tout cela a découlé ensuite des règles et des lois. Sauf qu'avec le temps, avons-nous toujours repris en compte le fait que, d'une part, puisqu'il y a eu une accumulation quand même ici de règles, est-ce que ces règles répondent toujours à ce principe, et notamment ce principe fondateur qui était le principe premier, la liberté? Bon, je vous laisserai faire l'évaluation des moyens aujourd'hui employés qui permettent de répondre à ce concept de liberté. Est-ce qu'effectivement, égalité, on sort du Verseau, vous savez quelle est mon opinion sur l'égalité, donc je ne vais pas ici la redonner, mais je distingue ici égalité et équité me concernant. Donc, je ne peux pas nécessairement ici dire que quels que soient les moyens, l'égalité fait la force ici d'une nation. Et ensuite, effectivement, fraternité, bon, là, c'est un tout autre sujet et ça dépend ce que l'on entend ici par la relation fraternelle. Donc ça, c'est quelque chose qui, sur le papier et dans le principe, à partir de sa définition, change tout, en fait. La liberté est entière et n'est pas, donc c'est plus facile. L'égalité, c'est pas la même chose ici que l'équité et donc ça ne permet pas d'adresser ici les besoins de façon individuelle. Mais au moment où ça a été édicté, je dirais que par rapport à la période, encore une fois, je n'y suis pas plongée, ça semble cohérent d'avoir utilisé le mot égalité. Mais celui-ci maintenant pourrait peut-être être remplacé pour que ça colle avec un système plus juste, justement, ici, et peut-être plus sage. Et la fraternité n'a pas été clairement ici définie, si ce n'est que, et je pense qu'on peut ici en convenir, ce qui a permis d'émerger à la suite ici de la Révolution française, ce sont surtout des formes d'ordre qui étaient bien différents de cet haut ordre qui a été quitté, qui était l'ordre divin, puisque la monarchie fonctionne ici sur le principe de l'ordre divin. Donc ici on va plutôt parler d'une fraternité, notamment les loges, et là voilà, je vous laisserai faire vos propres, non pas déductions, mais c'est un petit peu plus complexe ici ce principe de fraternité, que ça ne paraît beau et joli ici sur un drapeau et sur la devise ici d'une nation. Ça a été l'émergence, clairement, hein, c'est le moment où la franc-maçonnerie ici a émergé. Et comment appelle-t-on ici des francs-maçons? On appelle ça des frères. Donc tout dépend de ce que signifiait à l'origine ici fraternité. Et là, on est clairement dans une forme opposée à cette autre ici idéologie qui était celle de la monarchie par ordre divin. Donc, quand on reprend toujours le même principe, justement, l'élément source qui a conduit ensuite l'établissement d'une nouvelle autorité, eh bien, on peut s'interroger sur la validité actuelle de ces principes. Quelque chose qui est ici vieux de nombreux siècles a peut-être apporté son lot. Ça a permis ici de faire progresser, mais la problématique du progrès, comme on l'a vu ici lorsque l'on a travaillé le Verseau, c'est le déclin. Et à un moment donné, une civilisation se termine. Les choses se construisent et se détruisent. Ce qui est créé peut se détruire. Ce sont les opposés. Et sur le principe ici d'opposé, il y a quand même aujourd'hui quelque chose qui touche à sa fin. L'ouverture serait effectivement d'adopter une vision et que cette vision soit clairement explicitée.
et puisse s'appuyer ici sur quelque chose qui donne une forme vertueuse, qui permette de mettre en place un système qui aurait ensuite la possibilité, non pas simplement de s'auto-alimenter par lui-même, mais de s'auto-alimenter dans ce système vertueux qui nous permettrait de sortir de la notion de progrès et de déclin, donc quelque chose qui s'auto-alimente d'une autre manière en conservant des points de base qui permettent non pas d'adresser les choses de façon simplement juste et modérée, mais de savoir adresser avec courage les visions portées par quelque chose qui relève évidemment ici de la sagesse, en s'assurant finalement que l'on reste dans une direction qui s'appuie sur le postulat et donc la théorie ici de départ, donc à partir de ce qui a été contemplé et observé. Et c'est de cette manière-là qu'on a un système évidemment qui s'auto-corrige. Donc, est-ce qu'il y a un point d'ouverture? Oui. Est-ce que c'est un point d'ouverture collectif? Pas aujourd'hui, mais les choses commencent toujours par soi. Donc revenez vraiment ici dans l'information liée au sage. Ce n'est qu'une posture finalement qui peut se réaliser de façon individuelle. Donc ça ne concerne que vous. Plus effectivement, vous allez chercher à établir ou rétablir quelque chose d'extérieur, et moins en fait en réalité vous serez dans votre position de sagesse. Vous allez glisser vers autre chose, vers le juge, vers le savant ou vers toute autre posture, mais ça ne sera pas celle-ci, ce qui fait que votre propre croix finalement ici, donc dans le sens ici de l'incarnation, et ces deux axes que forment justesse, tempérance, sagesse, courage, en réalité seraient peut-être dérivés si vous préférez. Et donc il y aurait quelque chose qui ne permettrait pas, du point de vue de votre structure individuelle, de complètement ici être dans votre propre direction. Donc soyez bien sûr ici dans votre propre direction. Ne soyez pas dans la croyance que les choses se rétabliront par elles-mêmes, mais en revanche, comprenez que les choses, elles passent en priorité à travers soi, puisque c'est finalement votre réalité à ce moment-là qui va prévaloir sur quelque chose de plus collectif. Voilà donc pour cette semaine. J'espère que tout cela aura su vous inspirer, remettre peut-être un petit peu de l'ordre aussi dans votre système de pensée. C'est vraiment l'objectif. On est en train de terminer ici finalement ce fameux 14 défis. Donc on est justement ici dans la tempérance, non pas cette fois-ci pour nous modérer ou nous tenir éloignés des excès, mais justement pour pouvoir nous permettre d'accéder à quelque chose de différent, et cette position beaucoup plus large qui est celle de la vision. Donc puisse cette vidéo évidemment y contribuer. Je vous retrouve donc de mon côté dans 15 jours pour la deuxième partie. Et puis d'ici là, je serai bien sûr ici à l'écoute de vos observations, de vos questions, et je me ferai bien sûr toujours un plaisir de vous répondre si cela est nécessaire. Inspirez-vous les uns des autres. Ça donne voilà un sens, hein. C'est une façon ici de contempler et d'observer. C'est difficile bien sûr ici à pratiquer, mais sans la donner, hein. C'est vraiment, j'espère en tout cas que vous avez bien reçu ici le message, tout part de la donnée, donc il faut la donner, il faut l'information, il faut que celle-ci puisse être saisie dans votre chemin de pensée pour que quelque chose se débloque et se déroule aussi différemment, et donc que vous puissiez ensuite appliquer différemment à partir de votre propre système de pensée, donc en fonction de ce qui vous correspond, que vous puissiez ensuite faire la mise en pratique de ce champ de croyance qui, encore une fois, ne peut pas être bypassé, mais peut être évidemment ici maîtrisé. Mais en attendant de vous retrouver, eh bien écoutez, je vous embrasse et je vous dis à très vite. Bye bye.